un grand moment de solitude d'introduire un sujet comme ça. Bon, je vais revenir, je vais dire 2 mots sur le Carrefour de l'Internet des objets que certains d'entre vous ne connaîtraient peut-être pas. C'est une association professionnelle qui regroupe l'ensemble des acteurs, ou plutôt une bonne partie des acteurs qui interagissent sur ce marché, qu'ils viennent évidemment des télécoms, qu'ils viennent des objets, qu'ils soient fabricants. On va retrouver évidemment des Orange, on va retrouver la Poste, mais on va retrouver aussi un certain nombre de start-up, je pense notamment à Bubble. Et donc, fort de ces membres-là, on essaye de se poser la question que beaucoup, peut-être, d'entre vous, je devrais peut-être dire toutes seules et ceux qui se posent la question, puisque c'est la formule à la mode, sur, évidemment, où est le marché de l'objet connecté. Effectivement, où va-t-il ? Et donc, je peux vous dire en presque avant tout le monde que nous sortons donc un observatoire de la vie connectée à partir de septembre qui justement va répondre à cette question de dire quels sont les usages, où vont les usages et finalement comment se structure le marché de la vie des objets connectés jusqu'à une forme de vie connectée sans aller jusqu'à Matrix. Je ne sais pas quel épisode c'est d'ailleurs. Que tu as pêché. Pour moi, c'est le 1, oui, mais... sans vouloir faire de prospective, il y a quand même deux choses qui sont intéressantes dans cette vie connectée et dans finalement cette logique de convergence. La première des choses, c'est l'hétérogénéité. Et finalement, de plus en plus, dans ce phénomène de convergence, on va retrouver des fractures qui sont d'abord des fractures de population et puis des fractures territoriales. La fracture de population, on va la trouver entre des jeunes et des millennials qui sont par essence nés avec le doigt sur le mobile et donc par définition extrêmement connectés, surtout pour ce qu'on appelle la génération Z. C'est moins le cas pour des populations seniors pour lesquelles cette logique de convergence elle est un peu moins vraie. Et donc là, on touche finalement à travers l'hétérogénéité aux limites de cette convergence. Et probablement, les dernières étapes de la vie connectée ne vont pas tout à fait être les mêmes, suivant qu'on est en attente finalement de nouvelles interfaces et de nouvelles friandises digitales, ou au contraire que l'on peine pour essayer de s'en sortir avec l'ensemble de ce qui est proposé sur son mobile ou sur sa box ADSL. C'est évidemment l'hétérogénéité territoriale aussi. C'est quand on prend les objets connectés et sans faire référence forcément à Sigfox, on retrouve évidemment la vraie logique que de dire il y a des territoires dans lesquels la 4G est très présente, il y aura la 5G demain et ces territoires seront servis en premier, et puis d'autres qui sont toujours, je ne vais pas dire laissés pour compte, mais en tout cas de priorité 2. Et évidemment, derrière, cette fameuse convergence et ces dernières étapes de 2022, elles ne vont pas du tout prendre la même forme. Parfait. Peut-être, puisque William Eldin, vous dirigez avec Groupe 22, une entité qui spécialise, enfin qui fabrique de l'innovation entre guillemets, vous pouvez peut-être dire un mot justement, enfin, de ce que vous faites, mais aussi des tendances aujourd'hui de ce qu'on vous demande, de ce sur quoi on vous demande aujourd'hui de travailler, de quelles industries ça vient et voilà. Bonsoir à tous. 22. Le groupe 22, c'est un espèce de studio d'innovation où on est une soixantaine aujourd'hui. On est très exception culturelle ici, donc c'est pour ça que... voilà. D'accord. Donc du coup, on est 60. On a décidé d'explorer les nouvelles technologies par une architecture en interne, avec toujours un docteur, des ingénieurs et puis de la production en dessous. On a pour grand objectif, de supprimer les VIA, c'est-à-dire toutes les choses qui se situent entre nos cerveaux et quand on ne se voit pas, notre smartphone, notre laptop, etc. Sauf qu'on sait que la guerre n'est pas à gagner tout de suite, dans 6 mois, mais elle a gagné sur des dizaines d'années. Et donc du coup, on a organisé notre entreprise autour de 3 axes. Le premier axe, c'est le contenu. Donc on est allé sur des marchés comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ce qui est réalité mixée, et bien sûr de la vidéo, etc., et de l'information. Et on a travaillé là-dessus sur 4 secteurs essentiels. Premièrement, c'est l'industrie, qui aujourd'hui nous demande beaucoup de formation. On reproduit en fait ce qu'on fait dans le réel en virtuel. Ensuite, alors pour exemple, je sais pas, EDF, pour réparer une éolienne, au lieu de faire monter tout le monde à 30 mètres d'altitude, on peut le faire dans des salles d'entraînement, dans des locaux.
Ensuite, on a le broadcast. On a bossé pour pas mal de chaînes de télé. L'application, je ne sais pas si vous avez vu, TF1 VR avec The Voice dessus, qui sont pour l'instant des premières étapes. Et on veut rajouter de l'interactivité, justement pour essayer d'aller choper les millennials, et du coup essayer de déporter au second écran et de plus en plus donner de l'interactivité entre ce qui se passe à la télé et ce qui nous est imposé et ce qu'on veut vraiment. Ensuite, on est allé vers un secteur qui est forcément source de chiffre d'affaires pour nous, qui est la communication. Parce qu'une marque, quand elle sort quelque chose, elle veut un effet waouh, et de cet effet waouh, elle veut forcément quelque chose d'innovant. Donc du coup, on est allé dans ça aussi. Et après, la dernière chose, c'est le gaming. Le gaming, parce que le gaming en VR, aujourd'hui, on est à l'orée de quelque chose qui pourrait se transformer en de l'immersif total et en quelque chose, enfin une expérience en tout cas assez dingue. Le deuxième axe, c'est sur les intelligences artificielles. On en parle à toutes les sauces en ce moment. C'est pas le terme marketing que je veux que vous reteniez aujourd'hui. C'est plutôt, on va dire, une construction d'une nouvelle algorithmie que réellement même beaucoup de chercheurs ne connaissent pas encore aujourd'hui. On parle d'apprentissage supervisé pour ensuite basculer vers le non supervisé. Aujourd'hui, l'IA, c'est quoi? L'IA, c'est un traitement de signal qui vient d'en haut, avec un espèce de schéma neuronal et une base de données en dessous, et on fait travailler les hyperespaces mathématiques à dimension n, donc en gros les algorithmes, pour qu'ils apprennent tout seuls et que petit à petit, ils aient un comportement humain. Et ce qu'on fait là-dessus, c'est qu'on essaie de faire la première brique qui est la plus compliquée, c'est l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, un algorithme a du mal à trouver une émotion dans un être humain, et ce qu'on a fait, c'est par de la vision par ordinateur, tout simplement. Je sais que vous me regardez, que vous êtes concentré. Je vous répondrai de la même manière dans un premier temps, parce que je m'assois sur une base de données de 50 000 visages et je sais à quel index vous êtes classifié. Et donc, du coup, petit à petit, on va commencer à faire apprendre à la machine. Et pour typiquement mettre une caméra là et dire, William, quand tu as parlé, il y avait 18 personnes qui t'ont regardé à 73% du temps. Et le pire, c'est qu'ils étaient contents. Et j'aurai des métriques temps réel. Vous pouvez l'appliquer dans les voitures, vous pouvez l'appliquer dans le retail, vous pouvez l'appliquer un peu partout, mais voilà, c'est du métrique temps réel. Et le troisième axe, qui rejoint, je trouve, pas mal la conférence d'aujourd'hui, c'est la neuro. C'est la captation par EEG. C'est ce qui se passe en termes d'activité cérébrale et de champ électrique. Et donc, du coup, on commence petit à petit à créer l'alphabet du cerveau, à créer un peu qu'est-ce qui se passe, à quel moment et pourquoi. On parle beaucoup de marketing émotionnel, on parle beaucoup de connectivité et de cerveau. Et nous, on pense que le cerveau est capable de faire pas mal de choses, et on est en train de l'explorer en ce moment. Donc voilà un peu le spectre de 22 aujourd'hui. Et voilà sur quoi on travaille. Et encore une fois, l'objectif et la conclusion de tout ça, on aimerait sortir un produit à X années. On ne le sait pas aujourd'hui, il y a une friction techno qui ne nous permet pas de vous dire qu'en 2022, on va sortir ce qu'on veut sortir. Mais l'objectif, c'est de supprimer ces VIA et de rentrer dans le tout connecté. Voilà, j'ai fait un spectre général. Moi, j'aurais une question pour rebondir, mais que je posais à Daniel Broche. C'est qu'on est passé de ce que disait Philippe, du gadget et du bracelet connecté, qui était quand même apparemment facile à vendre et qui a beaucoup plu aux journalistes, je suis bien placée pour le dire, mais qui ne se vendaient pas, à des produits qui sont beaucoup moins glamour finalement. Mais est-ce que cela se vend quand on arrive dans vos univers de la maison ? Et je poserai pratiquement la même question à Anne ensuite sur est-ce qu'on est prêt pour la voiture connectée ? Bonjour à tous. Alors je pense que le jugement est un peu hâtif parce que les bracelets connectés, on a fait des millions de chiffres d'affaires avec depuis plusieurs années, et c'est un marché qui continue de croître. Donc c'est pas du tout anecdotique. Il y a beaucoup de choses derrière le terme de vie connectée, donc je vais dire que le sujet est tellement vaste que je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Et du coup, je trouve que c'est extrêmement intéressant que vous évoquiez le fait de lancer un observatoire sur les objets connectés, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une enseigne comme Boulanger, qui vend des machines à café, des lave-linges, des télévisions, des bracelets connectés, aujourd'hui, on a des produits connectés dans tous nos rayons. Et actuellement, il n'y a pas de mesure de la montée en puissance de la connectivité des produits. C'est-à-dire qu'on continue de regarder les choses par verticaux. On va regarder les cafetières comme des cafetières, on va regarder les télés comme des télés, et on va regarder
les produits qui ne servent qu'à la connectivité comme les objets connectés. Donc quand on va se parler de la maison, aujourd'hui, qui est un peu le marché des objets connectés puristes, si je puis dire, on va retrouver principalement des sujets d'énergie, comment je règle ma chaudière de façon intelligente, on va retrouver des sujets de sécurité, comment mon alarme, elle me permet à distance avec mon smartphone de piloter les choses, on va retrouver l'éclairage avec des marques comme Philips aujourd'hui qui mettent de l'intelligence dans la maison, puis des scénarios avec toutes ces choses-là. Ce marché, il est encore tout petit et il commence à grossir vite. Mais il ne représente qu'un infime fragment de tous les objets connectés. Aujourd'hui, chez Boulanger, on vend des cafetières connectées qui valent plus de 1 500 €, et ça se vend, avec lesquelles vous allez pouvoir programmer, en fonction des utilisateurs de votre maison, les différents types de café. Donc là, je vais dans un extrême, mais il y a une grande variété d'objets connectés, et si on va un peu plus loin, il y a aussi les objets non connectés qui deviennent connectables. Le Chromecast, par exemple, qui permet de rendre un téléviseur non connecté connectable. Les volumétries de Chromecast par rapport aux volumétries de télé totales vendues chaque année, c'est un ratio, j'estime, entre 1 à 10. Donc c'est considérable. C'est considérable. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le fait d'avoir de l'innovation pure, de sortir des produits qui sont là pour créer de nouveaux usages. Et là, on va se parler vraiment d'usage, parce que la question, c'est à quoi ça va servir tous ces objets connectés. C'est quoi la finalité de cette vie connectée, et puis des produits qui sont dans le quotidien de tous les jours, qui avec la connectivité prennent une nouvelle dimension, notamment dans les produits de santé. Et puis on va avoir tout ce parc de produits qu'on a achetés, qui vit depuis un certain temps, dont on est satisfait, et qu'on va pouvoir, si je puis dire, upgrader avec tout un ensemble aujourd'hui de startups très astucieuses qui viennent proposer des solutions pour que le produit, je ne vais pas dire prenne une seconde vie, mais prenne une autre dimension avec de nouveaux usages qui vont s'additionner. Et donc, on voit que le sujet ne se concerne pas uniquement la vente d'un produit tout seul ou d'un produit avec un service, mais un écosystème de produits ou d'assemblage de solutions que chaque consommateur, que chaque utilisateur va faire à sa sauce. Donc le gros enjeu qu'on a dans une enseigne de retail comme Boulanger, qui est spécialisée dans ce type de produit, dans ce type d'univers, c'est de bien comprendre les nouveaux usages, les nouvelles combinaisons. Moi, je suis en train de tester, c'est pas encore arrivé en France, j'ai testé les enceintes intelligentes que peuvent être celles d'Amazon ou de Google Home. Première fois que j'ai amené ça à la maison, ma femme m'a dit, ça me rappelle le Nabastak qui tournait les oreilles il y a 10 ans quand tu reçois un email. C'est-à-dire, parce que c'est pas si simple que ça à configurer, parce qu'il faut qu'on ait déjà un ensemble d'objets chez soi avec des vrais usages. Donc la vraie question qui va se poser, pour nous retailers spécialistes qui devons aussi accompagner les clients, c'est à quoi ça va servir pour nos clients, quels sont les bons usages. Mais je vous rassure, quand je vois les volumétries qu'il y a sur les trackers d'activité, quand je vois les volumétries, les progressions sur les montres connectées, les smartwatches, je vous garantis que c'est des produits d'avenir. Et moi, ça me rappelle, parce que je viens du e-commerce, donc pendant des années, on nous a bassinés en disant le e-commerce, ça va devenir mobile. Je revois la présentation d'avant. Ça fait quand même 10 ans qu'on nous dit ça va passer sur mobile, ça va passer sur mobile, et pendant des années, ce n'était pas le cas. C'était très difficile pour un retailer d'investir sur le mobile. Puis il y a eu une bascule à un moment donné parce que le taux de pénétration du mobile a franchi un seuil, que c'est devenu un incontournable. Je ne sais pas si c'est quand 30%, 40%, 50% de la population sont équipés, mais clairement, il y a un effet de seuil qui se produit. Aujourd'hui, sur l'objet connecté, on n'est même pas encore à peine à 10% de la population qui utilise ces objets. Donc, on va franchir ces seuils critiques d'ici 2022. Et donc, il faut qu'on s'y prépare, mais il faut qu'on y aille avec le bon tempo. Donc, je vais prendre le relais. Donc, je partage complètement l'avis de Daniel sur l'aspect... Pardon, Anne, est-ce que peut-être vous pouvez dire un mot de ce que fait le PSA Business Lab, parce que la structure n'est pas forcément universellement connue encore. Très bien. Donc, je suis responsable effectivement du Business Lab au sein de PSA, entité que nous avons créée il y a à peu près 6 mois, pour justement aller défricher des nouveaux business en dehors du cœur de métier de PSA. Donc, la chaîne de valeur de l'automobile est fortement disruptée
par l'arrivée du digital, par les nouvelles solutions de mobilité. Clairement, la stratégie du groupe PSA est axée sur 2 piliers principaux. Être un constructeur automobile de référence, évidemment, mais être également un fournisseur de solutions de mobilité. Pour ce faire, nous travaillons avec de très nombreuses start-up pour justement accélérer les développements sur l'ensemble de cette chaîne de valeur et sur ces 2 piliers. Et le Business Lab, dans ce cadre-là, a bien la mission de défricher de nouvelles solutions et de nouveaux business pour le groupe dans cette mouvance que vit actuellement le secteur automobile. Donc nous détectons, expérimentons et transformons de nouveaux business, notamment avec des start-up. Voilà, pour le Business Lab. Ensuite, sur la vie connectée, donc, je voulais justement rebondir sur ce que disait Daniel. Je partage tout à fait le propos relatif à l'aspect usage. On parlait d'intelligence artificielle, ça m'a fait penser à une autre notion qui pourrait être l'intelligence utile. Dans le sens où on trouve un marché, on trouve une appétence au niveau de nos clients, si effectivement ça a du sens, si l'intuitivité est présente, si nos clients arrivent à s'approprier rapidement finalement cette nouvelle offre et cette connectivité. Il faut savoir que le groupe PSA était pionnier sur la connectivité. Nous avons démarré en 2003 et nous étions les premiers à offrir des véhicules connectés avec de l'appel d'urgence e-call et de l'assistance. Et aujourd'hui, nous avons dans la rue plus de 2,3 millions véhicules connectés et donc nous étions précurseurs. Le véhicule connecté, il sert à sauver des vies au travers notamment de l'appel d'urgence, de l'assistance, de la capacité à prévenir les autres usagers de la route au travers de la communication entre le véhicule et les infrastructures. Donc aujourd'hui, de façon très concrète, ça nous permet d'apporter un service aux clients et en l'occurrence là un service de sécurité. Nous avons également, au niveau des véhicules connectés, un certain nombre de services qui visent à améliorer le quotidien, à faciliter, à être vraiment un assistant et à accompagner nos clients. Par exemple, les applications du type My Peugeot, My Citroën, My DS qui vous permettent en permanence d'être connecté avec votre véhicule, connaître son état de charge, connaître évidemment s'il vous reste du carburant, savoir où vous l'avez garé, si vous êtes garé au parking de Berry juste à côté et que vous ne savez plus si vous étiez à tel étage, à tel endroit, retrouver votre voiture, je suis sûre que ça parle à certains. Et aussi également vous permettre de faire de l'éco-coaching, améliorer votre consommation, améliorer votre façon de conduire. On a également des applications très concrètes qui servent aux collectivités locales, par exemple la métropole de Nice, avec laquelle nous travaillons sur l'agrégation de données de véhicules connectés, les véhicules de nos clients connectés. Les données sont anonymisées et ça permet à la ville de Nice de voir les carrefours à risque, les carrefours dans lesquels les ABS sont détectés de façon beaucoup plus régulière. Ils détectent les carrefours à risque, ils améliorent l'infrastructure de la route au service global, évidemment, de la sécurité et l'intérêt global de la métropole. Donc ça, ce sont des applications extrêmement concrètes que nous avons déjà et que nous offrons déjà à nos clients, que ce soit les collectivités ou les clients conducteurs. Et bien évidemment, nous travaillons sur la connectivité plus futuriste liée aux véhicules autonomes, et quelque part le futur du réseau social entre ces véhicules autonomes lorsqu'ils communiqueront entre eux. Je crois que vous vouliez réagir, Benoît, mais j'avais une question subsidiaire, peut-être que vous pourrez y répondre, ou Benoît Ouane. C'est toute cette connectivité, est-ce qu'elle est monétisable? Parce que, et comment on arrive à des services que ça coûte cher à développer et au bout d'un moment, il faut bien que quelqu'un paye? Alors, évidemment, le groupe PSA, comme tout constructeur automobile qui se respecte, travaille énormément le volet business model. Et encore une fois, il faut systématiquement revenir à l'usage client. Quand il y a un usage client, quand il y a une véritable valeur ajoutée, que le client soit un client lambda, un client B2B type flotte de véhicules, un constructeur ou un autre grand groupe qui aurait une flotte de véhicules, ou bien une collectivité locale, si vous apportez un service qui est extrêmement pertinent, vous arrivez à trouver un business model, et c'est bien la raison pour laquelle on le fait. S'il n'y avait pas de business model, nous n'y irions pas. Je voulais revenir sur 2022. Et notamment sur ces fameuses dernières étapes de la vie connectée, parce que qui dit connecté dit également convergence. On a cité sur les marchés B2C, les marchés B2C, finalement, la progression du marché serait liée à l'usage. Oui, mais on va aussi voir des points d'inflexion. Les points d'inflexion au moment où finalement
ces usages-là vont s'accélérer et finalement d'une série d'usages qui sont des usages verticaux parce qu'il y a effectivement le bracelet pour mesurer le nombre de pas, il y a la montre connectée qui appartient à un autre fabricant et puis on a un stylo connecté qui lui mémorise ce que vous avez écrit. Et bien finalement, les usages vont se démultiplier quand on arrivera finalement à faire connecter ces différents objets entre eux, permettant de créer des services additionnels. Et finalement, la vraie étape de la vie connectée, et donc le vrai point d'inflexion dans le marché, et donc ce qui va faire son accélération, à la fois en termes de vente, mais également en termes de valeur pour les usagers, c'est quand on arrivera à connecter finalement des objets qui sont hétérogènes et qui appartiennent à des fabricants différents. Et donc ça pose la question des protocoles de connexion. Aujourd'hui, quand vous êtes à la maison, comme d'ailleurs en entreprise, plus personne ne se pose la question de se connecter à un réseau Wi-Fi. Ça devient une norme évidente. Et pourtant, derrière cette norme-là, on a énormément derrière de normes différentes qui ont évolué au fil des années, mais qui permettent aujourd'hui à n'importe quel objet qui est connecté au Wi-Fi de pouvoir finalement au moins communiquer les uns avec les autres et de partager derrière une même plateforme de service. On va avoir les dernières étapes de la vie connectée, ou les avant-dernières en tout cas, elles vont aussi passer par cette capacité de connexion de l'ensemble des objets, que ce soit évidemment l'ordinateur, mais plus globalement les objets connectés. Après, il y a un deuxième aspect, c'est la couche, je dirais, applicative. Et là, le parallèle de la connexion, on va le trouver dans ce qu'on appelle la convergence des services. Et d'ailleurs, on en voit déjà un certain nombre de prémices. Les messageries aujourd'hui, notamment les messageries instantanées, je ne parle pas de celles qui mettent en avant tout ce qui est dark social, mais en tout cas, dans sa globalité, toutes les applications de messagerie, à la fois, elles font la synthèse entre ce qu'on fait sur le mobile, elles font la synthèse avec presque une forme de partage de photos, de vidéos, elles font la synthèse avec les réseaux sociaux, et elles sont en train finalement d'être à mi-chemin entre des réseaux sociaux tels qu'on les connaît, des messageries type email, des outils de partage, d'informations, de photos, etc. Et donc, elles portent en elles déjà les éléments de la convergence. Les interfaces. On voit bien que les interfaces, avant, on était en train de taper sur Google. Demain, on va le dicter ou le dire à la voix. Et on voit très bien que cette modification-là, c'est aussi une convergence vers autre chose. Convergence entre, finalement, le texte et la voix. C'est aussi la convergence entre la forme de conseil qui existait dans par exemple en magasin ou avant le magasin, faite par un humain qui va vous aider finalement à trouver le bon produit dans un magasin, vous orienter. Et puis tout ce qui est bot, qui finalement va proposer un premier niveau d'expérience, un premier niveau de conseil, et vient bien avant ou en complément de ce que peut proposer un vendeur en magasin ou quelqu'un qui est expert sur le rayon. Et donc, tout ça, c'est aussi la convergence de la partie applicative et des services pour ne faire finalement, je ne vais pas dire qu'un, mais en tout cas quelque chose qui va se retrouver dans l'expérience de l'utilisateur comme quelque chose de fluide, sans silo, sans couture. Et finalement, c'est ça encore qui va évidemment améliorer les usages et augmenter la valeur du marché. Et donc on arrive vers un homme augmenté à terme, d'usage et... Je ne sais pas s'il est augmenté. Enfin, en tout cas, la valeur de l'humain va rester, mais sous une forme différente. En tout cas, sa voiture l'aidera à être augmentée. Et avec une question quand même qui est de savoir pour qu'on arrive à cet homme augmenté, il faut un certain alignement de planètes entre des technos utilisés, industriels, des technos de transmission. Il faut articuler tout ça. Qui va être chef d'orchestre, entre guillemets, de ces différents niveaux? Si on regarde les différents fabricants, en fait, pour arriver à connecter les choses entre elles, ils utilisent des normes et des protocoles qui sont des protocoles qui sont totalement ouverts. C'est Wi-Fi, c'est Bluetooth, et il y en a d'autres avec les NFC. Et donc finalement, tout ça, ce sont des choses qui ont été peut-être conçues
breveté par un fabricant, parce que Bluetooth c'est Motorola, mais en même temps derrière laissé à tous de façon à ce que ça se propage le plus rapidement possible. Donc de toute façon, et ça suit toujours la même, la même logique. Il y a le problème des brevets essentiels qui sont partagés par essence et le problème des moteurs, de l'intelligence qui se cache derrière et qui est là et on tombe dans une espèce de psychose française qui est aux mains des GAFA et peut-être que vous pouvez revenir dessus, William, qui est comment est-ce que la France ou l'Europe peut ne pas être pieds et poings liés avec ces acteurs. Ouais. Je vais revenir aussi sur ce que vous avez dit. Ce que j'ai compris, c'est qu'on parle de plus en plus d'un méta-OS et de métadata, et donc du coup une espèce de plateforme générale qui est pour moi aujourd'hui assez difficile à imaginer et encore plus à timer parce que c'est sûr que c'est le croisé de plein d'intérêts financiers et encore moins on est dénué de plus en plus ici, mais c'est le croisé de plein d'intérêts financiers. Les guéguerres technologiques, on les connaît, le Blu-ray, le DVD, etc. Il y a toujours eu pas mal de guéguerres techno. On voit même, là, c'est hier ou avant-hier, je crois, Apple achète encore une entreprise 200 millions de dollars pour sniffer des métadatas poubelles, des mauvaises herbes, juste pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans ces dimensions mathématiques. Donc du coup, de là à savoir si demain on va réussir à allier tous ces objets connectés, je pense que oui. Un jour, à 2022, je pense pas. Je pense que ça arrivera petit à petit. Et je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est l'utilisateur qui est le centre justement névralgique de toute cette technologie et cette agglomération de technologies, et c'est lui qui choisira qu'est-ce qu'il veut connecter et comment. Et nous, on croit plus en un profil utilisateur, c'est-à-dire comment est dimensionné, qu'est-ce qu'il aime, pourquoi, quelles sont ses datas. Il crée son propre écosystème de métadata et donc du coup vient y connecter des choses par-dessus qui interpréteront ce qu'il a envie. J'ai oublié la question exacte que vous avez posée, je suis désolé. Désolé. C'est ça qui est fantastique, c'est que vous êtes tous venus avec vos réponses, on se croirait dans un sketch. Alors, je vais essayer de lier alors. Non, la question c'était est-ce qu'on a des solutions européennes pour ne pas être en fait 100% Alexa d'Amazon ou Google ou voilà quoi. Enfin, pour compléter la question d'Elsa, parce qu'on voit des choses qui commencent à émerger, en particulier l'assistant d'Orange, Jingo, mais qui a l'air pour l'instant de devoir être assez focalisé de ne pas avoir le drive, disons, et l'empreinte d'Alexa ou de Google, quoi. Oui, c'est en gros, est-ce qu'on va s'en sortir en Europe par rapport à tout ce qui se passe de l'autre côté, quoi. En gros, tout cas, est-ce qu'il y a une voie européenne à côté, pas forcément contre, mais à côté, et qui évite d'être totalement dépendant ou pas? Je pense que chez PSA, vous vous posez forcément la question quand vous avez des choix techno à faire. Enfin, William peut-être, et du coup après Anne. J'ai un début de réponse, après je te passe le... En ce moment, il y a plein de soucis en France qui font que c'est difficile aussi d'aller rivaliser avec les gros. On parle de Orange, qui est une structure où on travaille un petit peu avec quelques silos de Orange. C'est difficile de tout connecter à l'intérieur, de tout comprendre et de tout agréger comme données. On parle aussi de start-up qui sont en train de nourrir les entreprises très agiles. Et donc, du coup, ces start-up-là, on les fait un peu vivre et derrière, on va voir ce qu'on en fait. Soit on les réintègre à notre grosse structure, soit on les laisse mourir. En fait, je pense qu'il y a un problème de fond, c'est que je vis, moi aujourd'hui, dans une petite entreprise, et je suis en train d'essayer de m'en sortir avec des grandes ambitions, et il y a tout un tas de jalons à passer qui sont nos règles, et qui sont nos règles, et je pense que nos règles nous gênent. Je peux détailler, je ne pense pas que ce soit le moment. Là, c'est plus un sujet business, fonctionnement start-up versus industrie installée, c'est ça? Et c'est donner la possibilité de créer. C'est surtout ça le sujet. C'est donner la possibilité de créer qui est difficile aujourd'hui pour des entreprises comme nous. Alors, un début de réponse, c'est ça. Après, c'est vrai que s'étaler, c'est compliqué. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de venir rivaliser avec les gros de la Silicon Valley. Ouais, clairement. Ah, n'est pas d'accord. Disons que
Je suis un peu plus optimiste, on va dire ça comme ça. Côté PSA, évidemment, on a un groupe international, donc on a des clients partout dans le monde, que ce soit la Chine est notre premier pays en termes de marché. On a, une présence internationale et des clients qui ont des demandes aussi très diverses et variées. Et du coup, on travaille avec les acteurs comme les GAFA, mais aussi avec des Baidu, des Huawei, etc. Donc on est ouvert à un nombre de collaborations assez important qui dépend aussi du besoin client. On en revient toujours à ça, hein, ce qu'attendent les clients. Et par contre, là où je suis beaucoup plus optimiste, c'est qu'il y a une porte ouverte, très ouverte aux startups également. Et on voit que malgré finalement la puissance très marquée et très forte des acteurs que vous avez cités, on a un grand nombre de startups qui sont pour certaines françaises mais aussi internationales qui tirent leur épingle du jeu. On a récemment signé avec Nutonomy une start-up avec laquelle on va expérimenter du véhicule autonome, complètement autonome, sans conducteur à Singapour. Et donc ce sont des acteurs qui, malgré la prépondérance de certains gros acteurs, arrivent à tirer leur épingle du jeu et avec laquelle justement le groupe PSA travaille de façon forte au niveau des start-up. Elles auront une valeur ajoutée, elles ont des solutions technologiques, elles ont une pétillance intellectuelle, une agilité qui manque des fois à des grands groupes. Et de ce fait, elles ont toutes, et encore plus dans la vie connectée, toute leur place. Daniel, vous vouliez... Oui, je voulais rebondir parce que je partage tout à fait la vision où il y a ce sujet de plateforme qui émerge autour de l'Internet des objets pour gérer l'interopérabilité. En termes de... En tant que commerçant, en tant que retailer qui accompagne les clients dans l'usage des produits, je vois trois façons dont on est concerné par cette problématique. Une première, c'est la question de la sécurité. Parce que vous parliez tout à l'heure d'homme augmenté. L'homme augmenté dans les objets connectés, il est déjà augmenté par le nombre de données qu'il stocke sur lui-même. Que ce soit des données sur là où il a été, ses déplacements. Moi, ça fait 3 ans que j'ai un boîtier connecté dans ma voiture. Tous mes itinéraires sont tracés. Je ne sais pas si ça me servira un jour ou pas, mais en tout cas, ça existe. Donc, c'est une façon de s'augmenter. La santé, il y a de plus en plus d'éléments qui permettent de suivre, de monitorer sa santé, son sommeil, son activité. Et donc, la capacité qu'a un utilisateur, au travers d'une ou plus une cascade de plateformes, à savoir vraiment quel droit il autorise d'utilisation de ces données personnelles, je pense que c'est un des sujets numéro 1 qui se pose dans ces problématiques de plateforme. Est-ce que vous voyez ces problèmes remonter directement en magasin quand vous vendez vos cafetières connectées, pour prendre un exemple tout bête? Est-ce que le consommateur, ou est-ce que vous avez des retours, mais est-ce qu'on va savoir ce que je consomme, quand je me lève, quand je suis là, quand je suis pas là? Est-ce qu'on peut pirater ma cafetière pour attaquer ma maison? Pour attaquer le groupe Renault, d'ailleurs. Aujourd'hui, les problématiques d'attaque, non. Par contre, des clients qui vont nous poser des problématiques en termes de mise à jour de firmware, parce que tel opérateur, par exemple, de sécurité a décidé qu'il devait faire une mise à jour de sécurité importante et que du coup, tous ces appareils, toutes ces installations d'avant une date ne marchent plus si on ne fait pas la mise à jour tel soir. Ça, c'est des problématiques clients qui nous remontent. Un client qui va aussi nous faire un retour parce qu'il y a un dysfonctionnement pendant le sujet du traitement du SAV de son produit. C'est plus que des problématiques électroniques ou mécaniques. Il va falloir qu'on clean les objets. Il faut déjà, on a aujourd'hui des protocoles pour nettoyer les objets de manière à ce qu'ils soient manipulés ensuite en termes de SAV en réparation par des gens qui n'aient pas accès aux données de départ. Donc on a ces sujets-là. Et après, on a un autre sujet qui est un sujet de service. L'année dernière, on s'est associé à La Poste sur leur plateforme IoT, puisqu'on a une initiative française pour répondre très clairement à la question, avec le hub numérique de La Poste qui permet de faire des interopérabilités. Même chez moi, j'ai fait des scénarios en faisant de l'interopérabilité d'objets. Nous, en tant que retailer, en tant que prestataire de service, on est venu s'insérer pour fournir de l'assistance à distance dans l'application aux clients pour pouvoir les aider si jamais ils ont des problématiques. L'enjeu clé, et on en parlait tout à l'heure puisqu'il y a quelqu'un de la Poste qui est dans la salle, c'est la vitesse à laquelle on s'approprie tout le foisonnement de nouveaux produits. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est il y a énormément de startups qui développent de nouveaux usages, de nouvelles technologies. C'est comment très vite elles deviennent interopérables avec la plateforme ou avec les plateformes.
Et on sait qu'en France, en plus, on est un des terreaux les plus actifs au monde en termes de start-up d'objets connectés. Donc moi, je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une initiative européenne, sinon française, qui se dégage dans ce domaine. Mais est-ce que ça restera un business de retailers, enfin, au sens où que ça soit des GSA ou des GSS, vous avez besoin que les choses soient assez fluides, vous ne pouvez pas faire beaucoup d'assistance à la vente. Et typiquement, dans les scénarios que racontait Benjamin tout à l'heure, pour revenir à lui, de maisons connectées, mais avec encore une fois des scénarios riches, faisant intervenir ou interagir plusieurs objets, donc avec quand même à un moment un sujet, interaction, interopérabilité, etc. Vous, est-ce que chez vous, en magasin, soit vous allez faire l'investissement d'avoir de vrais conseillers qui peuvent gérer ça, ou bien dans le business traditionnel, disons, de la grande surface, ça ne trouve pas sa place? Ça sera Nao qui fera le... Alors, je vais vous répondre. En fait, on n'a pas attendu les objets connectés pour le faire. Chez Boulanger, on a déjà en France plus de 300 personnes avec une filiale Boulanger Business Service qui propose du service et de l'assistance à nos clients. Et on évolue. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on a noué des partenariats avec La Poste, mais on a aussi des partenariats avec de grands industriels avec qui, aujourd'hui, on opère pour ces industriels le SAV à distance d'objets connectés. C'est-à-dire que sur certaines machines à laver connectées, pour être très précis, si vous avez une défaillance, ces industriels qui sont internationaux viennent faire appel à nous, à nos services, pour qu'on prenne la main sur le smartphone du client à distance et qu'on soit capable de résoudre toute sa problématique à distance. Et ça, c'est déjà aujourd'hui. Donc en fait, si vous voulez, on n'est plus dans un modèle de retail qui se cantonne en magasin. On s'est déjà très fortement digitalisé dans les ventes, mais aussi dans la façon dont on opère les services. Parce que, comme vous dites, vous n'êtes pas resté dans le business... pour peut-être reformuler, du coup, pour ceux des retailers qui voudront avoir un rôle significatif dans ces nouveaux métiers, devront faire l'effort que vous avez fait, quoi. Enfin, en termes de formation, d'investissement sur des humains. C'est indispensable. Le fait que... Mais il y a l'investissement sur l'humain, sur cette compétence à distance, mais même en magasin, pour bien conseiller par rapport à des usages. Nous, tous les ans, c'est des milliers de vendeurs qui sont formés. Il y avait encore un salon il y a 2 semaines chez nous, on a fait venir 2000 vendeurs. Ils sont formés, des startups, des grands industriels viennent leur présenter les nouveaux produits. Ils les ont essayés, ils savent comment ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a énormément de startups. Je vous prends dans la santé, notamment dans la santé connectée. On est Boulanger est le premier accélérateur de ces startups en France devant des gens comme Amazon, par exemple, aujourd'hui, qui essaient de se rapprocher de la French Tech. Parce que tant que vous n'avez pas été avec un vendeur qui est capable de vous expliquer vraiment comment va fonctionner le produit, moi je viens du e-commerce, donc je sais bien comment ça fonctionne, mais malheureusement, une fiche de e-commerce ne fait pas forcément toujours le taf complet d'expliquer toute la problématique au client de jusqu'où tel produit va rentrer en réponse par rapport à ses attentes. Je rebondis juste sur ça parce que je faisais partie juste avant des associés de Coyote System. Coyote, les petits boîtiers avertisseurs de radar, on est en 2005, on a créé l'entreprise. En 2006, on a commencé à commercialiser le premier appareil connecté. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y avait un gros rôle d'éducation aux clients. Pourquoi nous, on fonctionnait avec une petite carte SIM versus les mises à jour qu'il y avait à faire sur son ordinateur. Pourquoi nous, on a dû passer dans tous les boulangers, dans tous les FNAC et compagnie pour former aussi et pour expliquer. Donc ouais, ce rôle d'éducation, je pense, est primordial. On a quand même un problème parce que quand on est obligé d'aller jusqu'à expliquer, réexpliquer, réexpliquer pour que le client finisse par comprendre, c'est qu'on n'est pas assez intuitif, seamless. Et je pense que collectivement, même si effectivement cet effort il est nécessaire et indispensable, je pense que collectivement, sur tous les produits connectés, tous les services connectés que l'on amène sur le marché, on doit le rendre accessible au plus grand nombre et compréhensible à la moindre utilisation. Il faut que ça soit un maximum intuitif. Oui, c'est facile à dire, pas forcément facile à faire, mais c'est ça qui va faire le différenciant et le marché. Il y avait un point sur lequel, pour revenir sur votre question, qui est de dire le rôle de l'Europe, le rôle de la France dans la mondialisation.
on a l'habitude toujours de voir la bouteille à moitié vide et de faire du French bashing, alors que en fait, on s'aperçoit que chaque pays va avoir, pas vous, mais chaque pays va avoir sa filière d'excellence. Et moi, je vais vous raconter seulement une histoire. Je suis désolé, c'est avec un autre constructeur, mais en même temps, l'histoire est réplicable. BMW nous a demandé il y a pratiquement 8 mois de venir sur le territoire français, de sélectionner l'ensemble des startups qui relevaient finalement de ce qu'on appelle la mobilité. Depuis effectivement l'intermodalité, parce qu'il y a des scooters qui sont électriques, qu'on peut arriver à réserver en ligne comme une Autolib, jusqu'à des choses plus complexes qui vont être intégrées dans le véhicule. Et s'ils ont choisi la France, c'est pas parce qu'ils voulaient faire plaisir, etc. C'est parce qu'il y a finalement un territoire d'excellence des startups françaises autour de la mobilité. J'aurais pu prendre le même exemple avec les drones et les caméras miniaturisées en Israël. Voilà, etc., etc., etc. On a la chance d'avoir des ingénieurs qui sont extrêmement forts en France. On a la chance d'avoir une algorithmie, une capacité finalement à bâtir de l'algorithmie qui est à peu près unique aujourd'hui dans le monde, et un coût finalement de la recherche scientifique et de l'ingénierie qui est extrêmement faible. Vous prenez un ingénieur sorti d'école très bien formé en France, c'est 34-36 000 euros. Le même dans la Silicon Valley, c'est 100 000 $. Et encore, je sous-pèse. Donc on a quand même énormément de chance. Voilà. Qu'ils aillent tous dans la Silicon Valley. Mais il y en a en fait énormément de chance. Il y a énormément de start-up. Le vrai sujet, c'est comment on accompagne ces start-up dans la durée, au-delà des premières phases, sans qu'il y ait de trous de financement, pour que finalement, quand la start-up a 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle ne soit pas obligée d'aller en Angleterre ou d'aller aux États-Unis parce qu'il n'y a plus de partenaires financiers pour continuer sa croissance. Ça, c'est le vrai sujet. Et c'est un sujet qui est très connu et qui est en train d'ailleurs d'être résolu par un certain nombre d'acteurs. Je partage complètement ce point de vue. Et d'ailleurs, moi, j'étais très satisfaite de voir qu'il y avait même des startups dont le siège, au départ, était aux États-Unis et qui avaient localisé leur R&D, une startup qu'on avait analysée, à leur R&D à Lyon. Parce que, justement, on a d'excellentes écoles d'ingénieurs, on a un terreau absolument incroyable en France. On a quand même une capacité aussi de créativité qui est assez démentielle en France. On le voit avec toutes les startups de la French Tech avec lesquelles on travaille. Et je pense qu'on a un véritable atout à jouer sur cette créativité, cette super formation dans nos écoles d'ingénieurs et de commerce, et cette capacité justement à proposer des choses nouvelles. Je partage complètement, et on a plusieurs expériences d'accompagnement de start-up réussies, puisqu'on fait partie des signataires de la Charte des objets connectés il y a 2 ans avec Boulanger. Les start-up qu'on a accompagnées, il y a beaucoup de compétences. Il y a de plus en plus de facilité d'accès au financement jusqu'à un certain seuil. Par contre, moi, ce que j'ai pu constater avec nos équipes, c'est qu'il y a un déficit d'accompagnement dans la commercialisation. Et je reviens sur ce point parce que je suis en profond désaccord. Je pense que beaucoup d'objets connectés sont des produits de vente comme les voitures. C'est-à-dire que vous pouvez faire un objet aussi intuitif pour rentrer dans une voiture, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique comment ça va marcher. Pourtant aujourd'hui, jusqu'à un certain point, pourtant, aujourd'hui, justement, c'est la mécanique de vente assistée qui permet de faire le business. Et bien, dans les objets connectés, ma conviction intime, et c'est pour ça qu'en tant que spécialiste, on performe bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que oui, dans le design, l'objet, il doit être simple d'appréhension, on doit lever tous les irritants, mais ensuite, dans comment moi je vais l'approprier par rapport à mon usage, ce que je vais en faire, par rapport à ma vie, des ampoules connectées, avoir une installation lumineuse connectée chez soi, entre celui qui va vouloir s'en servir pour faire des fiestas et celui qui va vouloir s'en servir pour une sécurité par rapport à quelqu'un qui est malade ou du 3e âge avec qui on va vouloir mettre des sécurités lumineuses, c'est des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et donc le rôle de conseil au départ, de pouvoir s'engager, d'expliquer, de chercher les bonnes réponses à ces questions-là, c'est indispensable. C'est vrai que c'est l'approche usage et pas explication de la technologie, mais de la façon dont l'utilisateur va l'utiliser au mieux par rapport à son propre besoin. C'est vrai que c'est deux angles un peu différents. C'est un petit peu le mythe du plug and play, vous branchez, ça fonctionne. Et sur l'automobile, pour la voiture connectée, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une évolution de l'appétence des consommateurs ? Hier, j'avais encore cette question avec un de nos spécialistes auto au Figaro qui me disait, mais de toute façon, la voiture autonome, tu peux écrire dessus jusqu'à après-demain, on la verra jamais. Moi, je suis convaincue du contraire.
C'est clair qu'on la verra. C'est clair qu'on la verra. Alors après, il y a deux façons d'aller sur le véhicule autonome. Il y a la démarche itérative, évidemment, que l'on suit avec notre programme AVA, Autonomous Vehicle for All, où on est en train d'incrémenter progressivement les différents niveaux d'autonomie jusqu'au driverless pour des véhicules particuliers. Et puis, il y a la deuxième voie qui, elle, va être beaucoup plus courte en termes de time to market, qui est aller directement à du driverless, donc du sans conducteur, sur des applications ciblées d'un point A à un point B, type transport de personnes, type robotaxi ou autre, mais sur un périmètre d'usage plus limité. Et donc ces deux chemins sont tout à fait complémentaires. Effectivement, nous, dans nos roadmaps, on est, je pense, un peu plus conservateur, mais beaucoup plus réaliste sur l'incrémental sur les véhicules des particuliers, sur votre véhicule, madame. Donc, notre plan de déploiement, à moins que vous soyez une consommatrice de services de mobilité, on a tout un panel de solutions de mobilité aussi. Mais dans les grandes lignes, vous avez raison, Daniel, il y a toujours un exercice de vente quand même. Hein. Toujours. Je cherche mes clients en permanence, toujours orienté client. Grosso modo, à horizon 2008, on aura les premières applications de véhicules hands-off, donc on peut enlever les mains du volant, mais on se doit de rester concentré sur la route. D'ailleurs, la Convention de Vienne nous l'impose. Aujourd'hui, la Convention de Vienne, qui est la base de tous les codes de la route européens et de plein d'autres pays d'ailleurs, impose aux conducteurs d'être au contrôle de son véhicule et d'être concentré sur la route. Donc aujourd'hui, messieurs, vous qui des fois dans les mesdames, vous qui des fois dans les bouchons quasiment à l'arrêt regardez votre smartphone, sachez que ce n'est pas autorisé par la loi. L'application de ce qu'on appelle le eyes off, qui vous permettra donc de faire autre chose que de la conduite et donc de consulter vos mails, de répondre à vos mails pendant que la voiture vous conduit, ça on le voit plutôt à l'horizon 2020, post-2020. Donc, et ensuite, ce qu'on appelle le mind off, qui est le niveau 4, là c'est carrément... vous pouvez vous endormir et vraiment faire votre Paris-Nice en dormant et reprendre la route uniquement sur les petites routes pour vous faire plaisir. Eh bien ça on le voit de façon plus lointaine. Donc effectivement, la conduite... Horizon 2024-2025, oui. Oh, c'est pas si loin que ça, mais il y en a qui sont un petit peu plus ambitieux sur les dates. Mais voilà, je pense qu'il faut être réaliste sur l'acceptance du client aussi à déléguer la conduite. On parlait tout à l'heure de niveau de sûreté de fonctionnement, en tout cas de sûreté de fonctionnement, de compatibilité de tous ces systèmes. Il y a aussi la notion de cybersécurité qui va être majeure. Donc en tant que constructeur, bien évidemment, on est responsable des véhicules que l'on met sur la route et du volet sécuritaire. Donc c'est quelque chose effectivement que l'on traite de façon extrêmement approfondie. On approche doucement mais sûrement de 18 heures. Peut-être sur cet horizon 2022, alors qui est déplaçable, l'idée c'est juste de regarder un peu devant. Ce qui est ressorti, c'est à la fois ce besoin de simplicité, d'usage plus riche, mais dans une mise en œuvre simple, éventuellement d'une aide à la création, d'un accompagnement à la création. Pardon ? Et des réseaux qui fonctionnent. On a beaucoup parlé voitures connectées, peut-être pour terminer du coup sur l'autre quand même grand vecteur aujourd'hui de développement qui est la smart home. Ou d'ailleurs, est-ce que c'est bien l'autre grand et peut-être même aujourd'hui le principal. Ça peut être la santé aussi. Hein. Et bien alors, on va vous poser la question. Tu vas le voir à travers les ventes. En deux mots, il y a le marché B2C et le marché B2B. Et en fait, il y a un an, on se disait sur les objets connectés, c'est le marché B2C qui va démarrer. Oui, on avait un peu raison. Puis on se disait, non, le B2B vient toujours après. Ouais, on avait un peu tort. En fait, il se trouve qu'il faut être beaucoup plus discriminant, et c'est-à-dire que sur la partie santé, ça fait très longtemps qu'on a des objets dans le domaine médical qui finalement sont connectés à d'autres choses. Simplement, c'est que là, on franchit une étape de plus avec une connexion et une intelligence supérieure. Ils font plus de choses par eux-mêmes et un peu plus encore quand ils sont connectés avec des services qui sont en cloud. Et finalement, on franchit des étapes qui existaient déjà. Sur les marchés B2C, notamment la Smart Home,
qui est quand même difficile à circonscrire, parce que ça va de l'alarme qui est de plus en plus connectée, jusqu'à effectivement les ampoules qu'on allume avec son smartphone, jusqu'à effectivement tous les petits assistants, et on met les Alexa et autres boîtiers comme ça qu'on commande oralement par ce type de choses. Là, le vrai sujet, c'est des marchés qui, pris les uns à côté des autres, sont des marchés qui n'ont pas tellement décollé jusqu'à présent. On est sur des croissances qu'on observe assez flat. Probablement que quand on va arriver à connecter tout ça, ça va permettre d'inventer de nouveaux usages, et ça va doper effectivement ce marché-là. Oui, c'est probablement l'un des compartiments qui en tout cas passera le plus vite ce point d'inflexion. C'est l'avis partagé ? Oui, je pense qu'il y a le fameux effet de réseau, on parlait tout à l'heure, qui se met en place à partir du moment où une certaine partie de la population est équipée. Et je vous disais tout à l'heure, nous, dans les ventes, on voit que ces catégories, elles progressent très fort, même si les marchés restent encore petits pour certains, comme la smart home. Mais la santé aussi, on est en train de mettre un pied dedans, et ça progresse très fort. Donc on va atteindre le seuil où, au moment donné, il y aura plus de gens qui seront dedans que de gens qui sont dehors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et quand je vais prendre deux exemples, quand je vois par exemple sur des alarmes françaises type MyFox, qui propose un service que moi je trouve génial d'entraide entre voisins quand on est absent et qu'une alarme se déclenche, ça ne peut marcher que s'il y a un nombre de personnes équipées qui est considérable. Donc, et ce seuil de personnes équipées, je pense qu'effectivement, dans les 5 ans qui viennent, on le dépassera. Donc, est-ce que ça va être dans 2 ans, dans 3 ans? Est-ce que ce sera sur les alarmes que ça se produira en premier ou pas? Je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'on y va, et ça va, à partir du moment où on aura passé ce seuil, l'effet d'entraînement va devenir de plus en plus rapide. Et les cartes seront déjà distribuées. Ensuite, sur le sujet de la santé, même si aujourd'hui il y a déjà beaucoup de produits et de projets et de systèmes qui permettent de suivre les patients à distance, je pense que la baisse des capteurs, la baisse des systèmes, la baisse de l'accès aux bandes passantes avec maintenant des protocoles basse consommation qui coûtent presque rien, fait qu'on va avoir une vague d'innovation considérable de ce côté-là. Et nous, on le voit avec un nombre énorme de petits produits très abordables qui permettent de venir challenger des solutions existantes. On a fait un tabac avec l'électrostimulation Bluetooth il y a 1 an. On a un produit French Tech qui sort cet été, si je peux faire un peu de pub pour une start-up française qui s'appelle Blow, pour tout ce qui va être de la musculation à partir de respiration. Donc des exercices de respiration qui vous permettent de vous muscler et d'attaquer un des plus gros problèmes français qui est le mal de dos. Donc comment, avec un appareil connecté, vous allez avoir un programme qui va vous suivre. Ça, c'est des choses qui ne pouvaient pas arriver sur le marché avec des prix abordables pour le consommateur il y a encore quelques années. Et je pense que ce phénomène de fond va s'accélérer principalement dans le domaine de la santé. Je partage ce point aussi sur le fait qu'il faut une volumétrie assez significative. Sur le véhicule connecté, si vous avez un véhicule qui est connecté, qui est capable de détecter qu'un piéton est en train de traverser et d'informer la voiture qui le suit de ne surtout pas dépasser à ce moment-là parce qu'il va se retrouver face au piéton, si l'autre voiture qui vous suit n'est pas connectée, eh bien malheureusement l'information elle ne sert à personne. Donc il y a un effet effectivement volume, masse critique qui va permettre d'inventer des nouveaux services, d'inventer des nouveaux usages, mais qui va aussi permettre de bénéficier et de faire bénéficier à nos clients un maximum de cette connectivité et de tout son potentiel. Donc il y a effectivement cet aspect masse critique qui est important. Je pense que c'est pas un des cofondateurs de Coyote qui dira le contraire sur le côté effet de réseau. Ouais, j'entendais parler de communauté tout à l'heure. En effet, nous, on a beaucoup lutté au début pour en créer une. On en a créé une qui fonctionnait. On avait toujours quelques utilisateurs devant, et du jour au lendemain, Google est arrivé avec Waze et avec un service gratuit. Donc ça recoupe tout à l'heure ce dont vous parliez de business model, etc. C'était magique d'avoir dit que c'était 12 € par mois. Ça a fait la réussite de cette entreprise Coyote. Sauf que Waze étant arrivé gratuit, du jour au lendemain, on s'est retrouvé pas avec un concurrent, mais avec quelqu'un qui faisait exactement ce qu'on faisait et qui l'offrait. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette quête de communauté, il y a cette quête de business model, il y a cet enjeu monétaire au milieu, c'est qui va tirer la cerise du truc, et en gros on ne sait pas trop où on va, mais on sait qu'on s'y destine technologiquement. Avec peut-être pour le coup d'ailleurs dans les objets connectés une mauvaise habitude qui a été donnée aux consommateurs de payer son objet mais de ne pas payer pour le service ensuite, la data au quotidien, etc.
Et on sait que c'est toujours plus facile de baisser les barrières que de les relever, quoi. Ouais. On a un peu tout essayé avec Coyote, je finis 10 secondes. On a un peu essayé de donner les produits et de faire l'abonnement. On a essayé de donner l'abonnement et puis faire payer le produit. On a torturé un peu dans tous les sens. Ce qui marchait, c'est clair qu'en période d'acquisition, donner le produit, c'est intéressant parce que les gens viennent en masse chercher le produit. Et après, si le service est efficace, on continue de payer l'abonnement, mais pas quand il y a quelque chose de gratuit en face. Merci à vous quatre, merci beaucoup. Et on sera ravis si vous voulez tous rester avec nous encore un petit quart d'heure, le temps de remettre un peu la salle en ordre pour les 4e trophées des objets connectés qui deviendront peut-être bientôt les 4e trophées de la vie connectée. Merci à tous.